Examen Ossifan. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition du 19-20. De l'argent pour financer leur action, c'est l'annonce de Manuel Valls au président des nouvelles grandes régions, réunis aujourd'hui en congrès à Reims. Le président de la région Grand Est attend, lui, de voir la couleur de l'argent. Autre annonce faite aujourd'hui par le gouvernement, un plan national pour lutter contre la maladie de Lyme. Nous en parlerons avec la députée Shahin Eskirouni qui a travaillé sur le sujet. Enfin, surprenant, l'homme qui agit sur la machine par la seule force de sa pensée, c'est déjà possible. À l'Université de Lorraine, on expérimente déjà ces nouvelles technologies. Le Premier ministre n'est donc pas venu les mains vides aujourd'hui à Reims pour parler au président des nouvelles grandes régions. 450 millions d'euros maintenant et une fraction de la TVA plus tard pour donner aux régions les moyens d'agir. Bonne nouvelle, mais scepticisme quand même pour Philippe Richert, le président de la région Grand Est, également président des régions de France. Sur place, Dominique Duforet et Jean-Pierre Petit-Colas. Historique, le mot a été prononcé plusieurs fois. Peut-être un pas historique pour la décentralisation et pour les régions. Jusqu'à présent, les finances de ces dernières dépendaient très majoritairement de la bonne volonté de l'État au travers de la DGF, la dotation globale de fonctionnement. Une bonne volonté en baisse régulière année après année. Manuel Valls a promis de rendre l'autonomie financière aux régions en leur versant directement une part de la TVA. À compter du 1er janvier 2018, les régions n'auront plus de dotation globale de fonctionnement, cette DGF étant remplacée par une fraction de TVA dont l'effet dynamique garantira et pérennisera vos moyens d'action. J'en ferai voter, le Parlement le veut bien sûr, le principe et les modalités dès cette année pour vous en garantir la bonne mise en œuvre. En attendant, pour 2017, Manuel Valls annonce un fonds de 450 millions d'euros destiné à compenser en partie le coût des transferts de compétences des départements aux régions. Insuffisant pour le président des régions de France qui demandait 600 millions de compensation. 450 millions sont inscrits, mais nous ne sommes pas aux 600 millions. Et il faudra que nous regardions comment la transformation de la DGF en TVA peut s'opérer. Et c'est ce qui se passera notamment pendant les débats parlementaires et dans ce que prendra la loi, que nous aurons la confirmation qu'effectivement derrière il y a une concrétisation de cette idée qui est assez nouvelle, en tout cas dans la façon dont les relations avec l'État et les régions se portent, à savoir comment est-ce que les collectivités peuvent sortir s'appelant de système de dotation pour aller vers des recettes fiscales. À gauche aussi, on attend la confirmation par le Parlement tout en se réjouissant de l'annonce. C'est une vraie fiscalité dynamique qui va permettre par la suite aux régions de pouvoir mieux accompagner les entreprises, la formation, la recherche, les transferts de technologie. Une bonne nouvelle pour les consommateurs, le taux de TVA n'augmentera pas, c'est une part du montant actuel de la TVA qui serait versée aux régions. Autre annonce, le gouvernement a dévoilé aujourd'hui son plan national pour améliorer la prise en charge de la maladie de Lyme. Une annonce attendue de longue date par les associations qui luttent contre cette pathologie transmise par les tiques. Avec nous pour en parler, Shahin Eskirouni, députée de Meurthe-et-Moselle, qui a travaillé sur le sujet à l'Assemblée. Bonsoir. Bonsoir. Alors Madame Kirouni, on avait l'impression que la maladie de Lyme était quelque part un peu délaissée dans le traitement des pathologies. On parle de prise en charge insuffisante, de pathologie mal, voire non diagnostiquée. C'est pourtant une maladie qui peut avoir de graves conséquences. Tout à fait. Alors, pourquoi avoir attendu si longtemps quelque part ? Je ne peux pas dire qu'on ait attendu si longtemps, et c'est vrai que le temps des malades n'est pas le temps de l'administration. Mais en tout cas, moi, je me félicite que, enfin, on ait un plan national de lutte contre la maladie qui est avancé, qui est porté par la ministre. Moi, cela fait maintenant 3 ans que je travaille sur le sujet, que j'accompagne les associations de malades pour que, enfin, on prenne en compte cette maladie et qu'on réponde surtout au sentiment d'abandon et d'errance thérapeutique. Donc, ce plan, il a pour objectif, enfin, de travailler sur l'information et la prévention, et 2... Il y a plusieurs étapes, on va en parler. Voilà. On est particulièrement touché en Lorraine par ce phénomène, apparemment. C'est ça aussi qui a poussé les associations à vous interpeller. Oui, parce qu'il y a des régions un peu plus touchées que d'autres, notamment les régions où il y a des forêts
Donc il y a des tics, c'est une maladie qui touche notamment les agents de l'ONF, ils connaissent très bien cette maladie. Donc c'est vrai qu'on va avoir notamment une possibilité d'observer sur le territoire les endroits où la maladie est la plus sensible en fait. Alors ça, c'est un des éléments du plan en fait, c'est d'assurer une meilleure surveillance. Il va y avoir une application qui va permettre aux gens de renseigner finalement les endroits où il y aurait des tics. Mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres éléments objectifs en fait qui viennent pour les malades et pour le diagnostic aussi qui est un vrai problème. Non, le véritable avancée, c'est ce protocole national de diagnostic et de soins où on va justement travailler à la fois sur la question du diagnostic, puisqu'il y a un questionnement sur les tests et la fiabilité des tests. Donc on va avoir des équipes de recherche qui vont travailler sur le diagnostic et puis surtout la prise en charge et le traitement, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas toujours un traitement adapté et un accompagnement adapté des malades. Donc les moyens sont mis en œuvre et surtout, et ce qui m'intéresse, moi, et je me bats là-dessus, c'est une avancée pour la démocratie sanitaire, c'est-à-dire que les malades, les associations ont des compétences, une expérience qu'il faut prendre en compte. On a des échéances électorales en mars prochain. Est-ce qu'on peut espérer, en avril-mai prochain, pardon, est-ce qu'on peut espérer avoir la mise en place de ce plan avant les échéances électorales? C'est pas moi qui parle, ce sont les associations qui s'inquiètent de savoir si finalement ça va pas passer à l'as avec les élections. Non, pas du tout, parce qu'en fait, le plan qui a été proposé ce matin pose un calendrier très précis des différentes mesures qui seront mises en place. Donc d'ici le mois de mars-avril, une bonne partie, quasiment la totalité des mesures seront mises en place. Et en plus, de toute façon, les associations seront associées à cette mise en œuvre du plan. C'est ça la nouveauté, c'est-à-dire qu'à côté des sociétés savantes, des médecins, des chercheurs, les associations, les malades auront toute leur place et donc auront une voix qui comptera dans la mise en œuvre de ce plan. Alors, il y aura également la création d'un centre référent spécialisé par région. Une meilleure formation des médecins aussi, qui sont peut-être pas sensibilisés à la chose. Ce sera à suivre. Merci d'avoir accepté notre invitation pour venir parler de cette maladie qui pose donc de graves problèmes en France et plus particulièrement donc en Lorraine également. Merci à vous, Shahnez Khirouni. Une autre femme politique qui était en visite aujourd'hui à Nancy, Shahnez Khirouni c'est Christiane Taubira. L'ex-ministre est venue murmurer à l'oreille des élèves de Sciences Po à leur invitation, Murmure de la jeunesse. C'est le titre de l'ouvrage qu'elle a publié peu après son départ du gouvernement au début de cette année. Elle s'est bien sûr prêtée au jeu des questions-réponses et a délivré son message aux étudiants. Si on leur apporte autre chose, une autre parole, une autre vision, à la fois du présent mais aussi de l'environnement et de l'avenir, les jeunes se mobilisent. Il n'y a pas de raison. Je ne pense pas qu'il y ait de génération perdue. À travers l'histoire des sociétés humaines, toujours, les jeunes se sont organisés. Alors, nous sommes dans une phase où le rêve est moins accessible, où il paraît moins vraisemblable, il paraît même soit futile, soit chimérique. Donc, on a l'impression, effectivement, que les jeunes ne se mobilisent pas. Justice avec les réquisitions qui viennent de tomber dans le procès d'une mère accusée d'avoir assassiné ses 3 enfants en 2013 à Bar-le-Duc. Une peine de 20 ans de réclusion criminelle a été requise. On est actuellement en attente du verdict. Curieuse manifestation ce matin devant le collège de Blénaud-les-Pont-à-Mousson. Une manifestation d'élèves pour soutenir une de leurs pionnes. Les collégiens, mais aussi les parents et même des syndicalistes de l'usine locale, tous réunis pour soutenir leur surveillance dont le contrat arrivait à terme. Une situation qui pose une nouvelle fois la question de la précarité de ces personnels. Séverine Dangin et Yves Kreidel. Ils m'ont proposé une solution, en fait, c'est de travailler en tant que secrétaire dans les collèges. Donc, pas forcément au collège à Blénaud. Tous sont ce matin partagés entre déception et soulagement. Ils étaient près de 200 élèves et parents à s'être mobilisés pour que leur assistante d'éducation reste au collège. Pour eux, elle a une place importante dans cet établissement. Il y a un problème avec les enfants, c'est Leïla qui s'en occupe. Il y a un problème avec les parents, c'est Leïla qui s'en occupe. Il y a un enfant qui tombe, c'est Leïla qui s'en occupe. Les parents doivent être reçus, c'est Leïla qui reçoit les parents. Pourquoi on fait partir Leïla ? Pourquoi ? Le 13 octobre prochain, Leïla parviendra au terme de son contrat de 6 ans et celui-ci n'est pas renouvelable. Un statut précaire réservé aux assistants d'éducation,
est aujourd'hui dénoncé. Là, on a le temps de s'installer, de développer de vraies relations, comme ça a été le cas. Et là, on se retrouve avec une date butoir en disant maintenant c'est fini, allez voir ailleurs si j'y suis. Donc ça, c'était pas acceptable. Et la mobilisation d'aujourd'hui, qui est partie des élèves, parce que c'est et là, c'est pas la CGT, c'est les élèves qui se sont mobilisés avec les parents. Et ça a permis de trouver une solution pour Leïla. Et je pense que c'est là l'essentiel. À 10h, les cours ont donc pu reprendre normalement au collège Van Gogh. Retour à la normale donc. Vous connaissiez les classes bilingues français-allemand, anglais ou espagnol. Il faut maintenant y ajouter les classes français langue des signes. Ça peut sembler curieux, mais ces classes pour les jeunes sourds n'existaient pas jusque-là. Depuis la rentrée, l'Institut des jeunes sourds de la Malgrange a mis en place ce dispositif novateur. Les élèves de la maternelle au lycée peuvent désormais choisir la LSF comme première langue. Evelyne Billot et Olivier Bouillon avec une traduction simultanée. Vous allez voir. En 2005, la loi sur l'égalité des chances a déterminé que la langue des signes, la LSF, devenait langue de la République française. Une langue à part entière qu'on peut maintenant choisir comme langue d'enseignement. La langue des signes est vraiment une vraie langue parce qu'elle a une structure particulière, elle a des expressions qui sont propres et elle a tout son sens, comme la langue orale aurait sa place dans une classe. Et l'Institut des jeunes sourds de la Malgrange vient de mettre en place un dispositif bilingue de la maternelle au lycée. La langue première qui est enseignée est la langue des signes. Tout passe d'abord par la langue des signes et on essaie de rajouter l'oral, la langue orale au même niveau, de même que la langue écrite. Le dispositif concerne actuellement 24 élèves répartis dans 4 classes, dont 2 externalisées dans des établissements voisins. Oui. Le bilinguisme, on peut le commencer à la maternelle. Voilà, on côtoie la langue, on a le plaisir de la langue. Et puis quand on entre au primaire, on a une langue des signes qui est solide et on peut accéder au français écrit comme une deuxième langue. Un vrai bilinguisme, comme ceux qu'on connaît pour une langue étrangère, anglais, allemand ou espagnol. C'est le cas ici au collège. Ces élèves de 5e partagent aussi les cours et des sorties avec toute une classe. En fait, une vraie richesse pour tous. Moi, je milite pour justement le handicap et le fait de pouvoir travailler, le fait de pouvoir grandir et apprendre dans un milieu dit normal, parce que y a rien de mieux à mon avis, et que tout le monde a à apprendre de tous. Et au collège, des programmes d'initiation à la langue des signes pour les autres élèves et les enseignants sont déjà envisagés. Le futur, c'est déjà aujourd'hui. Commander une machine, rien que par la force de sa pensée, c'est déjà possible. Un chercheur de l'Université de Lorraine, Laurent Bougrin, vient de coécrire un livre sur le sujet. Ce que l'on appelle l'interface homme-machine offre des perspectives incroyables, notamment dans le domaine de la santé. Regardez ce reportage de Thierry Gelet et d'Emmanuel André. Voici l'une des expériences menées par une équipe commune de chercheurs de l'Université de Lorraine, de l'INRIA et du CNRS. Tamara est coiffée d'un bonnet truffé d'électrodes. Sans aucune parole, sans aucun geste, sans même un clignement d'œil, son cerveau commande un bras robotique articulé. Alors les neurones, quand ils fonctionnent, ils vont envoyer des impulsions électriques. En fonction de la zone du cortex, on va avoir des fonctions liées au contrôle moteur, à l'analyse des images, à la production de la parole. L'exécution et l'intention ou la préparation motrice vont générer en fait la même activité, une activité très proche dans les mêmes zones. Ces informations, ces pulsions électriques sont ensuite traitées par ordinateur. Elles sont ainsi converties en paroles ou en commandes, offrant de nombreuses possibilités d'application. Du jeu à la simulation en passant par la réalité virtuelle pour visiter un lieu, mais aussi en premier lieu dans le domaine médical pour l'assistance aux personnes handicapées motrices ou pour le traitement des déficits neurologiques.
Le premier domaine sur lequel je travaille, c'est la rééducation de personnes qui ont été victimes d'accidents vasculaires cérébraux. Donc dans le cas là, la zone du cortex moteur est lésée et empêche la personne de réaliser un mouvement correctement. Et nous, avec les interfaces ordinateur, on va demander à la personne de réaliser des imaginations motrices et de stimuler la zone. Et on va essayer de lui donner un retour sur cette stimulation. De cette façon, la personne va être guidée et va rééduquer son cerveau de manière progressive. En cours de développement, ce concept intéresse de nombreux domaines. Il offre la perspective d'une alternative au corps comme voie d'échange entre le cerveau et le monde extérieur. Voilà, si le sujet vous intéresse, le livre s'appelle « Les interfaces cerveau-ordinateur ». C'est signé Maureen Claire et Laurent Bougrain. La créativité des hébergeurs de tourisme semble sans limite. Ainsi, il y a quelques mois en Moselle, c'est la ville de Phalsbourg qui a ouvert un gîte municipal pour le moins insolite, un ancien château d'eau de 14 mètres de hauteur, vue imprenable garantie. Christophe Gaumont et Sébastien Roch sont allés faire un tour. Ils nous font découvrir les lieux. On se trouve ici à l'entrée du château d'eau, au pied de l'escalier à colimaçon qui fait 53 marches et qui a été fait sur mesure par un ferronnier d'art. Donc la montée nous amènera à 2 sous-niveaux qui sont la salle de bain et les sanitaires. Quelques gouttes de sueur en plus et quelques marches plus haut. Donc là on arrive dans la pièce de vie, donc au sommet des 53 marches. Avec d'un côté la cuisine aménagée, le petit coin table, le four, la hotte, enfin voilà tout l'équipement pour un minimum de confort. De l'autre côté, un mini-salon, 19 mètres carrés au plancher. Mais ce qui frappe d'abord le touriste, c'est cette vue circulaire à 14 mètres de hauteur. Une vue à 360 degrés sur Phalsbourg et ses richesses patrimoniales, comme le château d'Einershausen. Au total, cette transformation du château d'eau en gîte municipal aura coûté 300 000 € et poser quelques soucis. Il y a quand même une complexité en termes de compatibilité de l'ancien et du moderne, du fait d'avoir quand même un lieu vivable, d'avoir un lieu sécurisé, ne serait-ce qu'en termes de prise au vent, parce qu'en fait on a aujourd'hui un volume qui est grand mais qui est léger, contrairement à l'ancienne cuve d'eau qui était lourde, donc qui avait une stabilité naturelle. Donc voilà, il y a eu quand même un certain nombre d'investigations un peu pointues. Ouais. Tout là-haut, encore un petit effort supplémentaire pour découvrir la chambre en mezzanine. L'occupation de ce gîte original vous coûtera 120 € la nuit pour 2 personnes et 480 € pour une semaine. Le prix à payer pour avoir la tête